Le livre sur les quais et la Bibliothèque sonore romande vous proposent La rencontre improbable avec Stéphanie Hochet et Amélie Nothomb, animée par Pascal Chouvet et enregistrée le vendredi 1er septembre au Casino de Morges. Bienvenue pour cette 14e édition du livre sur les quais. Je crois que c'est la première rencontre de la journée en termes de rencontre avec les auteurs. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Amélie Nothomb et Stéphanie Hochet, que vous avez vous-même accueillis. Amélie Nothomb, fidèle à la rentrée littéraire pour la 32e année consécutive, avec la sortie de Psychopompe, donc votre 32e roman, et fidèle au livre sur les quais, où vous êtes présente une année sur deux. C'est un bon rythme. On est très heureux de vous recevoir. Psychopompe, tout commence avec un conte traditionnel nippon que vous racontait Nishio-san et dont vous écrivez que ce que vous y entendiez inconsciemment, c'était que l'oiseau révélait l'homme à sa bassesse. Ça commence assez bien. Mais oui, parce que l'oiseau, d'emblée, il est beaucoup plus fort que nous. L'oiseau, je le rappelle, il y a 300 millions d'années, c'était un dinosaure. Les probabilités qu'un dinosaure s'envole un jour étaient de moins 250 millions. Il n'y avait aucun espoir. Et pourtant, ce dinosaure, il y a 300 millions d'années, décide de braver toute vraisemblance et d'y mettre le temps qu'il faudra, mais un jour, il s'envolera. Miracle, ça marche. On voit tout de suite qu'une telle espèce est forcément une espèce qui nous dépasse. Les paris de l'espèce humaine comparés aux paris de l'espèce aviaire sont absolument ridicules. On est tout content d'être devenus des bipèdes, d'avoir le pouce opposé, mais nous faisons des choses infiniment médiocres et infiniment utilitaires, alors que l'oiseau, lui au moins, mais c'est une grande affaire. Il vole, c'était totalement improbable. Stéphanie Hochet, vous avez publié une quinzaine de romans récompensés par de nombreux prix. Le dernier en date s'appelle William. Ce William, c'est Shakespeare, et vous vous êtes intéressé à une période particulière de sa vie, entre 1585 et 1592, de ses 21 à ses 28 ans, cette année dont personne ne sait rien. Et à vous lire, je me suis dit que vous le connaissiez extrêmement bien, ce William. Vous le fréquentez depuis longtemps, visiblement. Ça fait partie des vieux amis que j'avais un peu perdu de vue, parce que j'avais fait des études sur le théâtre élisabétain quand j'ai commencé mes études d'anglais. Et voilà, je m'étais consacrée à une maîtrise sur le théâtre élisabétain. Et puis voilà, la vie a fait qu'il s'est passé d'autres choses et que j'ai pensé à autre chose. Et il y a une dizaine d'années, j'ai lu une biographie qui s'appelle L'antibiographie de Shakespeare de Bill Bryson, un auteur américain qui a écrit beaucoup sur l'Angleterre et qui a écrit quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il revient sur toutes les sources, sur tout ce qu'on sait sur lui, c'est-à-dire pas grand-chose. Il nous rappelle, en fait, il va écrire un livre pour dire on ne sait quasiment rien. Mais surtout, alors on a quand même des choses, on a quand même des indications, on sait quand est-ce qu'il a été baptisé, donc quand est-ce qu'il est né. On connaît la date de son mariage, on connaît le baptême de ses enfants. Alors il se marie à 18 ans avec une femme de 26 ans. On est au XVIe siècle, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais. Alors déjà, c'est un jeune homme, c'est un adolescent, c'est l'aîné des Shakespeare, il se marie avec une femme de 26 ans. Ce qui ne fait pas très plaisir à son père. On peut l'imaginer. En tout cas, dans votre livre. Mais c'est-à-dire qu'on connaît alors le métier de son père, on sait que c'était quelqu'un qui a été important à un moment dans la ville. Alors on parle de Stratford-upon-Avon, cette petite ville de province. On sait qu'il a été gantier, qu'il a surtout été maire de la ville, qu'il a eu en fait des responsabilités. On imagine que c'est quelqu'un d'apprécié, c'est un notable, c'est un bourgeois. Donc que son fils se marie à 18 ans et qu'un jour après c'est la naissance de ses 3 enfants, parce que rapidement il y a une première fille, ensuite il y a les jumeaux, oui. Dont Hamnet avec un N. Oui. Et juste après, plus de traces. William disparaît. Et alors ça, ce qui est absolument génial, c'est quand on s'intéresse un peu à l'époque, on écoute ce que disent les spécialistes. Alors ils ont tous des théories, et toutes les théories sont contredites par une autre théorie derrière. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à trouver une seule trace de lui pendant 7 années, jusqu'à son arrivée à Londres, où là, il devient d'abord acteur. Parce que l'écriture, c'est pas tout de suite son truc. Dévoilez pas tout, parce qu'on va revenir sur tout ça au fur et à mesure de la rencontre. Amélie Nothomb, le livre sur les quais, a appelé cette rencontre improbable. Mais je trouve qu'elle n'est pas si improbable que ça. Dans votre roman Petroni, sorti en 2014,
Vous reprenez un à un les titres des romans de Stéphanie Hochet dans l'ordre, mais en les modifiant légèrement. Je ne connais pas ma force devient par exemple Je ne sens pas ma force. Vous aviez aussi soutenu de manière assez vigoureuse Moutarde douce, le premier roman de Stéphanie en 2001. Plus de 20 ans de fidélité à son écriture. Visiblement, il y a presque un rapport d'admiration. Je suis la plus grande fan de Stéphanie. Stéphanie a commencé par être une très grande amie. J'ai rencontré Stéphanie il y a bientôt 26 ans. Elle n'a pas l'air très vieille maintenant, mais je vous assure que vous l'auriez vue il y a 26 ans, elle avait l'air d'un bébé. Et pourtant, quand on parlait avec elle, elle disait déjà des choses absolument incroyables. Par la suite, elle est devenue écrivain. Je l'ai lu avec la plus grande stupéfaction. Chaque fois que Stéphanie écrit un nouveau roman, elle change complètement d'univers. La dernière fois, c'était pendant la guerre 40-45 vue du côté japonais. Maintenant, elle parle de Shakespeare comme si elle était Shakespeare. Et puis, elle raconte aussi comment Shakespeare lui a sauvé la vie. Je pourrais vous parler de tous ces livres comme ça. C'est absolument ahurissant. Ça a commencé par une amitié et c'est devenu quelque chose d'encore plus fort qu'une amitié. Et vice-versa. Je suis la première, peut-être, lectrice et grande admiratrice de l'œuvre d'Amélie, que je connais aussi très très bien. Et ce qui fait la force de notre lien, je crois, c'est la littérature, parce qu'on adore parler des livres, on adore parler romans, et on a une vraie discussion sur nos lectures. On va dire, c'est la force de notre lien, tout simplement. Oui, puis tu aimes aussi beaucoup le champagne. Qui n'aime pas le champagne? Alors, je sens que je vais lâcher mes fiches assez vite parce que... on a l'habitude, on peut le faire toutes les deux. Vous êtes conviés. Bon, si je peux rester un petit peu, je veux bien, oui. Alors, on dit de votre roman Stéphanie Hochet que c'est un roman sur Shakespeare. On dit, Amélie, que votre roman, c'est un roman sur... les oiseaux et le fait que vous soyez devenu un oiseau, on en reparlera. Mais je trouve que ce sont surtout deux livres qui réfléchissent à ce qu'est l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture? Pourquoi on écrit? Comment on écrit? Et comment on y arrive? Je trouve qu'il y a énormément de passerelles entre vos deux livres. Et visiblement, pour vous, Stéphanie, l'écriture, ça vous a sauvé d'une certaine manière. C'est tellement vrai ce que vous dites, à tel point que justement on en parlait récemment, on se disait, souvent on parle des livres, on parle des thématiques, alors on peut parler des thématiques d'un livre, mais on parle rarement d'écriture, on parle rarement de la langue. Et ce que je cherche, et ce qu'Amélie cherche certainement aussi, ça se voit, c'est de créer quelque chose qui soit une langue, qui soit une façon de dire, et aussi on cherche le sujet qui va exciter notre plume, qui va faire en sorte qu'on va trouver des choses qu'on n'avait jamais trouvées avant. Et ce qu'on aime, c'est la langue, c'est travailler cette langue. À la limite, j'ai envie de dire, le sujet, on a tendance à dire, le sujet, c'est secondaire. Dites-le, le sujet, on s'en fout, quoi. En fait, on s'en fout du sujet. On s'en fout du sujet. Ouais. Mais il faut qu'au bout d'un moment, il y ait une excitation. Moi, évidemment. Mais Philippe Jean dit ça très bien. Il dit des histoires, il y en a plein les journaux, si vous en voulez. Voilà. Nous, on fait de la littérature. Vous me mettez dans le XVIe siècle avec un jeune type qui n'est rien et qui veut devenir quelque chose. Moi, tout de suite, on imagine, en fait... Imaginez Londres, à l'époque, c'est un cloaque, etc. Il veut vivre là-bas, il veut exister, il veut devenir comédien, il veut quitter sa famille. Moi, tout de suite, je vois des images, j'ai des images. Mais elle a raison, Amélie. William, c'est vous, vraiment. Bah, il y a un nombre de points communs incroyable. J'aimerais être sa sœur, en fait, mais vous savez, William, on a tous les... Sa sœur cadette, alors. Oui. Sa petite sœur. Mais je pense que tous les écrivains ont envie d'avoir une filiation avec tel ou tel, mais juste on est tellement reconnaissant envers les écrivains qui nous ont nourris. En fait, on a envie de faire partie de leur famille, parce que nous, la famille, je sais pas ce qu'on en pense, mais bon, personnellement, moi, c'est réglé. Mais j'ai envie de me créer une famille. Ça, c'est fait. J'ai envie de me créer une famille parmi les écrivains. Ils m'ont nourri. Je veux dire, Flaubert m'a nourri, Yourcenar m'a nourri. On est devenus qui on est parce qu'on a tété de cette littérature-là, on a envie de cette littérature. Ce qui est absolument extraordinaire dans le livre de Stéphanie, c'est qu'elle montre mieux que quiconque combien la rencontre avec un génie de la littérature peut sauver une vie. C'est ce qui est le plus bouleversant dans le livre de Stéphanie, c'est qu'elle raconte comment ce que Shakespeare fait entendre dans ses livres fait résonner sa tragédie personnelle, et comment tu vas sortir de tout ça grâce à Shakespeare. Oui. C'est vraiment bouleversant. Mais on peut vous poser la même question, Amélie, parce que dans Psychopompe, vous le dites, je suis morte une première fois, et finalement c'est l'écriture qui vous permet
de reprendre, alors soit une deuxième vie, soit de renouer avec la vôtre. C'est ça, l'écriture a été l'outil de ma résurrection. Pour en revenir avec le lien avec Stéphanie, il y a un effet miroir très fort. Nous avons des origines et une histoire radicalement opposées l'une à l'autre et qui pourtant se ressemblent. D'une manière ou d'une autre, on s'est dressé contre notre milieu et on s'est rencontrés. Et ça aussi, ça fait quelque chose. On a été deux adolescentes humiliées et de cette humiliation, nous avons fait quelque chose d'autre. C'est pour ça que la littérature t'a sauvé également, la sûr. Lecture aussi, pas seulement la lecture. la lecture. Bien sûr, ça commence par la lecture. On parlait des oiseaux tout à l'heure. Tous les oiseaux ne chantent pas. Certains oiseaux chantent, c'est ça qui est très intéressant. Tous les oiseaux ne choisissent pas de chanter. Mais les oiseaux qui chantent, qui vont faire ce choix extraordinaire de chanter, ils commencent par écouter. Un oiseau ne devient pas chanteur tout de suite. Il écoute. Il va écouter d'autres chanteurs. Il écoute de plus en plus de chanteurs. Et puis, bien évidemment, il en fait sa chose. Il ne va pas imiter, il reprend des motifs, il en fait sa chose. La littérature, c'est exactement ça. Tous les oiseaux possèdent un cri, peu d'oiseaux possèdent un chant. Le cri, c'est l'emblème, hein, c'est le rouge-gorge qui fait tipiti, tipiti, le corbeau qui fait croix, croix. Tous les oiseaux ont cette espèce de signal qui dit voilà, je suis là. Et puis, certains oiseaux décident de développer le chant qui est autre chose, qui est une façon d'accommoder la réalité, qui est une technique de séduction, non seulement vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis du réel. Je pense qu'il y a autant de différences entre le chant et le cri qu'entre la parole humaine et la littérature. Je reviens à ce que vous disiez, Stéphanie Hochet, sur la lecture, parce qu'il en est question dans votre roman. Comme William, vous disparaissez à plusieurs reprises dans votre vie. La première fois, c'est à 3 ans. C'est assez précoce quand même. Et puis, à un moment, dans le roman, vous dites et puis la lecture, cette deuxième fuite. La lecture, c'est aussi une manière de se protéger, de développer un autre monde. C'est ce que j'ai expérimenté à l'adolescence. Donc, bon, effectivement, il y a eu cette première fugue à 3 ans. Je sais que les gens ont du mal à me croire. Et je l'ai pas défini dans ma tête comme fugue à l'époque. Hein. Je me souviens juste d'avoir pris mon petit sac avec mes affaires, avec un mouchoir, des choses comme ça. Il faut que je prenne ma vie en main, quoi. En fait, je me suis dit, maintenant, il faut que je vive ma vie. Oui. Et bon, mes parents habitaient un pavillon avec un portail qui était toujours ouvert. Bon, bref, il y avait des champs pas très loin. Bon, c'était en banlieue parisienne. Bon, c'était pas très, très construit à côté encore. Et j'ai ouvert le portail et puis je suis partie. Je savais pas où j'allais, mais j'étais en fait retrouvée par des voisins qui se demandaient où j'allais, qui m'ont rattrapée. Et à l'adolescence, effectivement, pour moi, la littérature a été en fait une forme de... voilà, je disparais de mon monde, je disparais de mon entourage et je vais là où je veux moi. En fait, je disparais de cet environnement qui ne me convient pas et j'essaie de m'élever par les livres. En fait, j'essaie de trouver une échappatoire, quoi. C'est là où ça vous libère totalement. Vous pouvez être absolument partout. C'est ce que j'aime dans la littérature, c'est cette exploration de tout. Tout d'un coup, vous êtes ailleurs. Tout le monde a fait cette expérience-là, je pense. Comme j'ai complètement lâché mes fiches, je fais appel à ma mémoire, mais si je me souviens bien, dans Psychopompe, à un moment, votre sœur va sous un arbre avec un livre et elle dit « Je rentre à la maison ». C'est ça, c'est quand on est au Bangladesh et nos parents, victimes d'un grave excès de positivité, décident de passer tout leur week-end dans une léproserie et d'y emmener leurs enfants. C'est une léproserie qui était vraiment l'antichambre de l'enfer. Bon, il y avait des lépreux partout qui étaient tous en train de mourir. Et puis des religieuses belges qui s'occupaient de ces lépreux. Mes parents, courageux, jeunes diplomates, décident qu'ils vont sauver le monde avec ces religieuses belges. Mais ma sœur et moi, on avait 14 et 12 ans, on n'était vraiment pas du tout décidés à sauver le monde avec les lépreux. Enfin, on était juste épouvantés. Et à un moment, ma sœur, on était là au fin fond de la léproserie, dans la jungle, et ma sœur dit « Je rentre à la maison ». Et je me dis « Mais qu'est-ce qu'elle va faire ?» Je la suis, elle s'assied sur une souche, elle sort un livre et elle commence à lire. C'était ça pour elle, rentrer à la maison. Je me suis dit, c'est génial. Où qu'on soit, on peut être dans l'antichambre de l'enfer, on sort un livre et tout de suite, on rentre à la maison. Je vais revenir à mes fiches pour qu'il y ait quand même une toute petite structure dans cet entretien. Vous racontez dans Psychopompe votre rapport aux oiseaux, dont vous dites qu'ils sont des individus. Il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, le fait que vous deveniez un oiseau vous donne la vision latérale. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce passage où vous faites une comparaison entre les oiseaux et les danseurs.
vous décidez de devenir danseuse étoile, ce qui vous vaut de recevoir les chansons de la danseuse étoile Suzanne Farrell à New York. Et quand le danseur s'appelle Nijinsky, les spectateurs ont l'impression qu'il s'envole. Et ça rejoint ce qu'on disait sur l'écriture tout à l'heure. Finalement, s'envoler, c'est rechercher la légèreté aussi. Le fait que le travail de l'écriture ne se voit pas. Ça fait 3 questions. C'est rechercher la légèreté et c'est aussi ne jamais s'effondrer. Cocteau définit admirablement le style en disant que le style, c'est l'ensemble de techniques que développe chaque écrivain pour ne pas s'effondrer. C'est exactement ça. Quand on écrit, quand on atteint l'écriture qu'on veut, on sent très fort la présence du vide, on sent qu'il suffirait de tellement peu pour s'effondrer, et que voilà, le style que chaque écrivain va inventer, ça va justement être ce qui lui permet de se ramasser au dernier instant. Alors c'est une des choses qui m'a le plus frappé dans votre livre, c'est cette douleur. Moi j'appelle ça une douleur, je l'ai ressenti comme ça. Tous les matins, quand vous vous réveillez, vous avez peur de ne pas prendre cet envol, vous avez peur de tomber. Encore aujourd'hui ? De plus en plus. Je suis tous les matins dans la situation de Loisillon qui se dit « Mon Dieu, il va falloir que je fasse ce que fait ma race, à savoir voler. » Or, j'ai complètement oublié, je ne sais plus. Non, j'ai pas oublié, je me souviens combien c'est difficile. Je vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Et chaque matin, il faut que je me rejette dans le vide et que je retrouve toutes les techniques qui vont m'empêcher de tomber dans le vide. Mais la dernière pensée que j'ai avant de me jeter dans le vide de l'écriture, c'est à chaque fois, c'est « Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. » Donc l'angoisse est chaque matin à son Mais c'est un comble. frein ou un moteur ? Il faut croire que c'est un formidable moteur. Stéphanie Hochet, William a un rêve, c'est de devenir comédien. Mais comment devenir comédien quand on vit loin de Londres ? Vous écrivez que ces années de prime jeunesse ont suscité en lui la peur et la détermination. On n'est pas très loin de ce qu'on vient de raconter. Peur de ne jamais devenir comédien, détermination de ne laisser passer aucune chance. Il faut ça pour devenir un écrivain, avoir cette détermination et ne laisser passer aucune chance ? Bah lui, tout était fait pour qu'il rate complètement sa vie, parce qu'il n'y avait aucune chance qu'il devienne acteur en vivant dans une petite ville de province. Il n'est pas allé à l'université et il n'est pas dans une troupe de théâtre, il ne connaît personne. Donc il faut vous dire qu'il n'avait quasiment aucune chance de parvenir à quoi que ce soit. Donc il a fallu quelque part de la chance et de la détermination. Donc il nous faut de la chance et de la détermination. Et moi je pense à ce qu'a dit Amélie, l'envol. Alors moi c'est pas exactement pareil, mais je sens combien chaque phrase est difficile. Combien, en fait, cette angoisse de l'écriture vous ramène vers une espèce de néant intérieur. À quel point vous allez sonder vos intestins, là, vous allez commencer à douter tellement, et combien ça vous paraît impossible, en fait. C'est pour ça que, moi, mon livre fait pas 200 pages. J'ai mis 3 ans à l'écrire, mais on se rend pas compte du travail que c'est pour une seule page. Et qu'au bout d'un moment, on y parvient. Je ne sais pas comment c'est possible. Et alors, votre question était précisément... Parce que moi, souvent, il faut me répéter. Parce que Amélie, c'est l'oiseau, moi, c'est le poisson rouge. Pour ne jamais... peur de ne jamais devenir comédien, détermination de ne laisser passer aucune chance. D'abord, il faut les identifier, les chances qui passent. Et après, il faut les saisir. Lui, en tout cas... J'y est allé les chercher, c'est évident. Alors, on ne sait pas, c'est ça qui est merveilleux. Alors, avant que vous alliez plus loin, arrêtons-nous sur ce « on ne sait pas ». Parce que, alors j'ai bien lu la 4e de couverture, j'ai bien lu l'argumentaire qu'on m'a envoyé avec le livre, où on nous dit « vous avez inventé ces 7 années ». Mais moi, je les ai lus comme la vérité. C'est-à-dire que, dites-vous bien que j'ai quand même beaucoup travaillé sur ce qu'on sait. Alors ça, j'en suis certain. Donc, mais... en fait, tout ce que j'ai pu glaner sur les faits historiques, sur ce qu'on sait de lui, ça y est. Mais ça va au-delà de ça. On a l'impression que vous savez précisément ce qu'il a fait. Alors après, vous savez, ça c'est le miracle de l'écriture. Au bout d'un moment, vous êtes dans un tel état que vous arrêtez... Je ne sais pas si on va convoquer quel esprit on va convoquer. Convoquons. Mais on entre en relation avec quelque chose qui fait qu'on parvient à voir. Tu es psychopompe. Voilà. Oui. Tu es psychopompe. Voilà. Mais c'est ça. Vous êtes d'accord, Amélie ? C'est un roman complètement psychopompe. Complètement psychopompe. Bon, c'est le moment où on doit expliquer ce que c'est psychopompe. Psychopompe, littéralement celui qui accompagne les âmes, c'est une propriété de certains dieux, de certains personnages mythologiques, mais aussi de certains êtres humains, pour qui les frontières de la mort sont poreuses. Littéralement, ils peuvent aller chez les morts et en revenir.
Alors, vous vous doutez que ce n'est pas mon cas, c'est le cas d'Orphée, qui est quand même le plus grand psychopompe de tous les temps. Mais bon, moi je ne suis pas Orphée, même si je m'inscris dans son compagnonnage, je suis quand même un écrivain. Mais j'ai découvert qu'avec certains morts privilégiés, eh bien, j'étais capable de les entendre. Il y a plein de choses à préciser. D'abord, c'est le mort qui décide, ça ne fonctionne pas avec tous les morts. Ça peut aussi se refuser. Il y a des morts qui peuvent se proposer et qu'on peut refuser parce que c'est comme avec les vivants, on n'est pas fait pour communiquer avec tout le monde. Mais voilà, c'est évidemment totalement impossible à prouver. L'expérience, la psychopompe la plus forte que j'ai vécue, c'est avec mon père qui est mort en 2020. Et quand mon père était vivant, nous avions ce qu'on appelle une très bonne relation. On se parlait très peu. Mon père était un homme taiseux. Il a suffi qu'il meure pour qu'il se mette à me parler presque sans discontinuer. C'est incroyable. Je ne suis pas la seule. Je crois que beaucoup d'entre nous on a tous perdu un être cher. Et beaucoup de ceux qui ont perdu un être cher se sont aperçus qu'il y avait des signes de diverses natures. Mais voilà, il y a des signes. Alors, je vais encore une fois lâcher mes fiches parce que y a dans Psychopompe une mine en une ligne dont vous avez parlé dans certains des entretiens que vous avez accordés à la sortie de ce livre. Personne ne rebondit sur cette affaire. Vous avez perdu à l'âge de 28 ans quelqu'un de cher et vous avez tendu plusieurs fois la perche pour qu'on vous demande d'en parler et personne ne le fait. Donc moi, je le fais. Je vais même aller plus loin parce que généralement, quand vous mettez une bombe comme ça dans un roman, 2 ou 3 ans plus tard, on a un roman sur ce sujet. Oula, vous voyez plus loin que moi. Oui, non, ça a été mon premier être cher à mourir. Et j'appréhendais considérablement cette mort. Et je me suis aperçue, là, il fallait vraiment tendre l'oreille très, très fort. Il y avait un tout petit suintement, mais qui ne pouvait pas être de l'ordre de l'autosuggestion. C'était vraiment... Je reconnaissais sa voix, et il me disait des choses que lui seul pouvait me dire. Donc là, ça m'a vraiment saisie. Ce n'était pas une chose que j'avais prévue. Suite à ça, j'ai accompli ce qui était le grand projet psychopompe de ma vie. Je me suis dit, le mort qui m'intéresse le plus, c'est Jésus. Pour moi, c'est le mort par excellence. Il a fait de sa mort un véritable chef-d'œuvre. En gros, Jésus, on le connaît parce qu'il est mort. Ouais. J'ai écrit Soif. Soif c'était mon plus grand cas de préméditation psychopompe. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'avec mon père, ça soit comme ça. Donc, vous voyez, j'esquive soigneusement votre question parce que je ne pouvais pas vous en dire plus. Mais c'est vrai que ce qui m'est arrivé quand j'ai eu 28 ans, ça a été ma toute première, mon balbutiement psychopompe. Donc la phrase n'est pas là pour rien. Quand je dis que c'est une mine, c'est la mine pour... je ne sais pas, très honnêtement. Dans le roman, c'est déjà la mine qui annonce que vous parlez avec votre père, qui vient plus tard dans le livre. Oui, c'est vrai. On va dire ça comme ça. Mais vous savez, je vais encore perdre beaucoup d'êtres chers, donc Dieu sait tout ce qui va se passer. Alors il y a un mot qui revient souvent dans Psychopompe et qui va nous permettre de dialoguer. C'est le mot désir. Parce que vous dites, Amélie Nothomb, que pour devenir un oiseau, ce que vous êtes devenu, l'éveil à l'oiseau s'exprime en termes de désir. Ce qui veut dire que vous avez d'abord été un œuf, d'ailleurs. J'ai été très longuement un œuf. Je pense qu'il en reste quelque chose. Je trouve que ça se voit. Voilà, je pense que c'est ça que je trouve le plus extraordinaire chez l'oiseau, c'est que l'oiseau est un incroyable professeur de désir. J'en reviens à mon dinosaure d'il y a 300 millions d'années. Je le répète, les probabilités que le dinosaure s'envole sont de moins 250 millions. Mais le dinosaure s'en fout. Tout ce qu'il écoute, c'est son désir. Est-ce que vraiment je veux voler ? Oui, je veux voler de toute ma force. Eh bien, dès lors, peu m'importe le temps que ça mettra, peu m'importe l'improbabilité de la démarche, ça fonctionnera, puisque j'ai un désir aussi violent. À l'échelle de ma vie, l'écriture, c'est exactement ça. Je vous assure que je n'ai jamais eu de don d'écrivain. À la base, je n'avais pas l'ombre d'un don. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, je ne crois pas au don d'écrivain. Je ne crois d'ailleurs à aucune forme de don. Je ne crois qu'au désir. Je pense que les gens qui parviennent un jour à faire quelque chose de leur vie, c'est pas les gens qui ont un don, puisque je n'y crois pas, c'est les gens qui désirent tellement quelque chose que le désir va prendre le pas sur
toutes les invraisemblances. Ce qui arrive aussi à Stéphanie, c'est également une histoire de désir. Quand on connaît le milieu de Stéphanie, quand on connaît l'histoire de sa vie, les probabilités que Stéphanie soit un jour devant nous à Morges pour nous raconter Shakespeare comme si elle était Shakespeare, voilà, la probabilité est aussi grande que son désir. Toi, tu t'es accroché aux oiseaux et moi à William. Exactement. Exactement. Nous avons chacune eu notre professeur de désir. Ton professeur de désir, c'était Shakespeare, et moi, c'était les oiseaux. Il faut toujours chercher quelque chose de très haut. Voilà. Pour se hisser. Alors vous le dites à propos de William dans votre roman, hein, le fait que ce désir d'art et de création ne se réalise pas aurait-il fait de lui un individu amer, un type mâchonnant ses désillusions et gâchant l'existence de son entourage? Shakespeare avait l'angoisse de passer à côté de sa vie. Et quand on vous lit, on a l'impression que c'est vous qui parlez aussi. C'est très humain. Ça me paraît inévitable que quelqu'un qui abrite ce désir-là ne peut pas ne pas en souffrir horriblement si ce désir ne trouve pas sa réalisation. C'est comme ça qu'on voit des individus qui vivent très mal les années qui passent et si ça ne convient pas à leur premier désir. Et on peut évidemment, heureusement qu'il n'est pas devenu cet être raté, comme il y en a beaucoup, mais il a su sans doute saisir des chances, aller les chercher. En tout cas, il a fallu une vitalité folle pour faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire partir. Je sais qu'il a laissé sa femme et ses enfants, mais en même temps, il ne serait jamais devenu Shakespeare s'il ne l'avait pas fait. Cela dit, il ne les a jamais vraiment quittés parce qu'il est revenu. Et à la fin de sa vie, il revient à Stratford. On sait qu'il voulait s'y installer. Et quand même, il n'a jamais abandonné sa femme et ses enfants. Alors après, je ne sais jamais si c'est la réalité parce que je n'ai pas étudié Shakespeare. Je peux vous dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, si vous voulez. Alors, vous dites que pendant ces 7 années, il leur envoie de l'argent, en tout cas 2 fois. Et puis quand il rentre à Stratford, il repart assez vite quand même. On va dire ça, c'est très très plausible. On va dire là, on est du l'ordre de plausible. Parfois, j'affirme des choses qu'on peut penser. Par exemple, on pense qu'il était probablement catholique, mais on n'en a pas la preuve. Mais en même temps, si je le dis, je ne dis pas quelque chose de faux, puisque ça peut être vrai et ça peut être faux. Donc je peux l'affirmer. Vous voyez ? Je suis romancière, j'ai le droit de le dire. Je ne dis pas d'erreur, en fait. Je ne dis rien de faux, mais j'affirme parfois des choses qui sont des conjectures. D'accord. Mais, et par moments, je dis avec honnêteté au lecteur, bon, écoutez, je sais, nous avons les preuves de ça, nous savons ça. En revanche, nous ne savons pas ça, mais voilà ce que je vous propose et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc voilà comment ça se fait. J'insiste un tout petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure en disant que votre roman était psychopompe. Moi, j'ai l'impression que vous parlez avec William de temps en temps. Il fallait forcément qu'au bout d'un moment, je sois très très proche de lui et que je parvienne à le sentir, ça c'est évident. Après, ça reste mon William, écrit par quelqu'un d'autre, ce serait un autre William, évidemment. Mais comme Amélie a parlé de Jésus, je crois qu'elle a fait plus fort que moi encore. Hein, elle est allée encore plus haut, il me semble. Donc, mais je pense qu'il faut une certaine audace quand on écrit des romans. Tout simplement parce qu'on en parlait tout à l'heure, écrire un roman est tellement difficile qu'on ne va pas prendre un sujet facile. Donc écrire est déjà tellement difficile que tant qu'à faire, il faut choisir un sujet ambitieux. Il faut qu'on se hisse vers quelque chose. Si les rentrées littéraires pouvaient vous entendre, on est bien tout à fait d'accord avec vous. On aurait 50 livres sur les étals au lieu de 450 cette année, qui est une petite rentrée. Vous-même, Stéphanie Hochet, à l'âge où Shakespeare s'en va, vous rendez à Stratford-upon-Avon. Et à l'époque, vous faites des recherches sur Ben Jonson, un contemporain de William. William qui ne sort pas de votre tête, hein, même à cette époque-là, il est là tout le temps. J'étais au séminaire d'études élisabéthaines et on nous emmène à Stratford-upon-Avon, donc la ville de Shakespeare. On a sa maison, la maison de ses parents. On sait qu'il a vécu avec sa femme dans cette grande maison. Il y a un musée et puis il y a une grande bibliothèque où on peut trouver énormément de choses sur la période, sur ses œuvres, etc. Et puis moi, on m'avait demandé de travailler sur quelque chose, donc j'allais pas. En fait, tout a été fait sur Shakespeare. En fait, vous n'avez pas idée du nombre d'études. Ça va être l'herbier dans Shakespeare, ça va être les femmes dans Shakespeare, évidemment sujet très intéressant mais déjà traité tellement. Ça va être, je sais pas, l'adjectif dans Shakespeare, ça va être absolument, mais vous n'avez pas idée, l'argot dans Shakespeare. Il y a tellement de choses. En fait, tout a été vu, tout a été traité.
Bon, moi, je me suis dit, c'est pas la peine, en fait, tout a été fait sur lui, donc je vais prendre, en fait, un autre auteur, quasiment de la même époque, ils ont été contemporains, en fait, ils se connaissaient, c'est Ben Jonson, sans H. Et, il court moins vite. Il court moins vite, je pense, surtout avec les vêtements de l'époque, je pense que c'était pas très pratique. Et Ben Jonson, c'est pas un peu son rival, quand même. Donc ils étaient un peu en rivalité. On voyait que Ben Jonson, il le voyait un petit peu, il voyait Shakespeare un peu comme son rival, mais Ben Jonson avait plus de succès que lui à l'époque. Bon, Shakespeare, au bout d'un moment, ça marche bien, la reine va voir ses pièces, etc. Donc ça va, ça se passe quand même très bien. Mais c'est Ben Jonson qui est pas le best-seller, parce que de toute façon, on n'imprime même pas les textes à l'époque. Les pièces se jouent, mais on n'a jamais vu les textes. Si vous avez de la chance, il y a un auteur, Ben Jonson lui prend soin de ses textes, et il les fait imprimer, etc. Mais il est tellement narcissique, en fait, qu'il les fait imprimer. Mais à l'époque, personne n'imprime le théâtre. Enfin, ça n'a aucune utilité. Shakespeare n'a jamais imprimé ses textes. Heureusement, il avait des amis qui, plus tard, vont imprimer ses textes à sa place pour qu'on conserve le texte d'origine. Donc voilà, je travaille sur Ben Jonson, mais évidemment, je pense toujours un peu à William. Ça, c'est... parce que bon, ça, on a beau tortiller. Je sais bien que parfois il y a des émissions sur telle ou telle radio, c'est-à-dire France Culture, où on vous dit que Marlowe était tellement meilleur que Shakespeare. Bon, j'adore Marlowe. Je suis désolée. Il est dans le roman aussi et il joue Christopher Marlowe a un rôle très important. Non négligeable. Oui. Il joue Christopher Marlowe. En fait, il est totalement contemporain de William Shakespeare. Ils ont le même âge. Sauf que quand Shakespeare arrive à Londres, Marlowe est une star. Ses pièces marchent énormément, tout le monde le connaît, on ne parle que de lui. Personne ne connaît William Shakespeare. Et ça va mettre un certain temps, quoi. Donc, et Marlowe, en fait, a trouvé des techniques d'écriture qui vont révolutionner le théâtre. Entre autres, le vers non rimé. Et puis il est assez excessif. Je crois qu'on ne pourrait pas jouer ces pièces aussi pour, par exemple, Tamerlan, par exemple. On ne pourrait pas jouer cette pièce, à mon avis, aujourd'hui, parce qu'il brûle un Coran sur scène. Oui. Ou alors il faut aller en Norvège. Ah, je ne sais pas où il faut aller. Mais vous voyez, déjà à l'époque, en fait, j'ai envie de dire, cette époque, moi, elle me plaît parce que c'est vraiment une époque punk. Les gens, vraiment, quand les gens ne sont pas d'accord, ils se cassent la figure. Alors c'est l'excellente occasion de dire que j'ai pas du tout lu ça comme un roman historique, j'ai lu ça comme un roman contemporain. Tant mieux. Vraiment une aventure où on se fait embarquer et c'est vraiment. C'est ce que je voulais fuir, c'était le roman historique, justement. Amélie a envie d'intervenir depuis un moment, visiblement. Oui, parce que Stéphanie est brillantissime et tout ce qu'elle raconte est passionnant, mais comme elle est très pudique, je pense qu'elle évite soigneusement de dire que, et on le comprend très bien dans le livre, que la raison d'être principale de son coup de foudre pour Shakespeare, c'est qu'elle connaît les personnages. Oui. Voilà, peu à peu dans le roman, Stéphanie expose sa situation familiale. Par exemple, quand il est question de Richard III, elle le connaît. Oui. Elle l'a dans sa famille. Et c'est aussi ça. Stéphanie, vous allez découvrir des choses. Hein. Stéphanie, Shakespeare, pour elle, c'est du pays connu. D'où un coup de foudre extraordinaire. Quand vous dites que Stéphanie est William Shakespeare, vous ne savez pas à quel point vous avez raison. N'allons pas trop vite. Ça se sent. Mais on parlait de Richard III. Alors, quand on dit vous êtes William Shakespeare, c'est qu'on a l'impression que vous ressentez tout ce qu'il a ressenti. Mais c'est mon job. Vous savez, on est là, on est des artisans, on est là pour faire un travail d'écrivain, c'est d'être proche du réel et puis de donner vie à celui qui a existé. Évidemment qu'au bout d'un moment, on entre dans ce qu'il a été, dans ses émotions, dans ses sensations. Il faut parvenir à entrer, il faut parvenir à l'incarner, ce personnage. Alors, revenons à l'essentiel, parce qu'on a parlé de désir tout à l'heure, il y a aussi la notion de séduire. William se trouve laid, et vous imaginez, Stéphanie Hochet, qu'il se demande comment faire pour séduire les dieux d'Athènes et de Rome, et la réponse est les mots, les mots, les mots. Voilà, c'est la formule classique. Hein. Bah oui. Les mots sont-ils une arme de séduction ? Alors, qu'il soit laid, pardon, je l'ai inventé, on ne connaît pas le visage de William Shakespeare. Si vous allez voir sur Internet, il n'y a aucune preuve que les portraits que vous allez voir, ce sont des portraits de lui. Bon, dites-vous bien, en fait, on n'a même pas une description de son physique. On ne sait pas à quoi il ressemblait. Donc, arrêtez de penser qu'il était chauve. On ne sait pas s'il avait des cheveux ou pas. En fait, personne ne connaît son visage. Quelle merveilleuse époque. Mais c'est ça qui est génial.
Donc bon, après, moi j'ai voulu complexifier un petit peu sa vie, c'est-à-dire s'il avait tellement besoin des mots, peut-être qu'il avait une petite difficulté au départ, parce que ce qui fait qu'on devient tellement éloquent, c'est que il faut faire des efforts. Et bon, moi j'ai imaginé ce jeune homme qui devait avoir 17 ans quand il rencontre sa future femme, Anne Hathaway. Femme de 26 ans, probablement très belle. Vous jouez avec le nom Hathaway aussi, hein? Hathaway. C'est lui qui joue avec. Ouais. Dans un de ses sonnets, il fait des jeux. Je le connais nettement moins bien que vous, je vous promets. Là, je ne l'ai pas inventé. Il a vraiment fait des jeux de mots avec le nom de sa femme, c'est très beau. Donc en fait, il parle de loin de la haine. Donc Hathaway. Oui. Hathaway. C'est très très beau ce qu'il écrit sur elle. Évidemment, c'est des clins d'œil. Hein. C'est dans les sonnets. Je crois que c'est le sonnet 145. Enfin voilà quoi. On connaît beaucoup. En fait, on connaît mieux sa vie en lisant ses sonnets qu'en tentant de chercher des traces quelque part. En fait, lire les sonnets, on a une manne d'informations sur lui. Alors, puisqu'on parle de beauté et de laideur, Amélie Nothomb, vous vous identifiez à un oiseau en particulier, mais pas n'importe lequel, l'engoulevent oreillard. Oui, et quand vous avez raconté ça autour de vous, on vous a dit « mais t'es pas si laide que ça ». Oui, alors moi je le trouve personnellement très beau, l'engoulevent oreillard. Ça a l'air d'un petit dragon. Vous irez voir sur votre téléphone portable, hein, vous ne serez pas déçus. C'est un engoulevent, je crois qu'un engoulevent, tout le monde voit un peu. Un engoulevent, c'est une espèce d'hirondelle encore plus perfectionnée, parce que c'est vraiment fait pour voler. Mais l'engoulevent oreillard, il a vraiment une tête de dragon furieux. Et c'est un vampire, quoi. C'est un vampire presque diurne, parce qu'il c'est un oiseau crépusculaire. Il vole au coucher du soleil. Et il est le champion absolu du vol. Personne ne vole comme l'engoulevent oreillard. Donc de ma part, je crains que ce soit une très grande prétention de m'identifier à l'engoulevent oreillard, mais c'est clairement l'oiseau qui me fascine le plus. Le nom est magnifique. Oui, le nom est magnifique, oui. Absolument. Oui. On disait tout à l'heure que vous mettiez des mines dans certains romans qui exposaient plus tard. Si j'ai bonne mémoire, il était question de relation aux oiseaux dans Riquet à la houppe. C'était en 2016. Absolument. Donc ceux qui sont surpris que j'évoque les oiseaux ne devraient pas l'être. L'oiseau a toujours été mon animal totémique. Et... en plus, tous les gens qui me connaissent bien savent que je suis obsédée par les œufs depuis toujours. Que si je pouvais ne me nourrir que d'œufs, je ne me nourrirais. J'ai essayé, le résultat était absolument catastrophique. Bref, de l'obsession pour les œufs à l'obsession pour les oiseaux, il n'y a évidemment qu'un pas. Et je me permets d'ajouter qu'il y a une année, je pense qu'il y a 10-15 ans, j'ai interviewé Amélie uniquement sur les œufs. Donc on a fait une interview uniquement sur les œufs et sur la couleur jaune, donc de la couleur jaune de l'œuf. C'était très brillant. Et c'était passionnant. On retrouve ça quelque part Oui, on peut le trouver sur Internet, je crois. Et c'était absolument fascinant. C'est, je pense, la meilleure interview de moi qui existe, c'est l'interview de Stéphanie Hochet uniquement sur les œufs. Wow. Est-ce le prénom de Richard qui a fait éclore cette envie d'écriture sur Richard III ? Vous posez la question, Stéphanie Hochet. Alors, Richard dont il est question est un comédien qui a réellement existé. Richard Burbage, qui a été le premier interprète des rôles-titres de plusieurs grandes pièces de Shakespeare, hein, Hamlet, Othello, Richard III, Le Roi Lear. Comment vous l'avez travaillé, ce personnage ? Parce qu'il est extrêmement important. Il est à la fois fascinant, repoussant, mais extrêmement inspirant. Je me suis dit si à l'âge de 27 ans, William a écrit Richard III, c'est qu'il avait rencontré des personnages extrêmement inquiétants, machiavéliques, capables de comprendre parfaitement le pouvoir. Et parce qu'un jeune homme de 27 ans n'a pas ces notions-là. Donc j'ai imaginé qu'il avait effectivement eu une rencontre assez forte, assez intense, avec quelqu'un d'extrêmement inquiétant. Et évidemment, je ne sais pas si c'est Richard Burbage, et je ne pense pas, le pauvre, il était le comédien, etc. Mais bon, c'était pour les besoins de la fiction. Ça m'arrangeait bien qu'il ait ce prénom. Et il s'appelait Richard. Et très rapidement, en fait, après ses débuts dans l'écriture, William Shakespeare écrit Richard III, qui est l'une des premières pièces. Alors, il y a tout un débat pour savoir quelle était la première, etc. On ne sait pas vraiment, mais on a quelques indices. On pense que Richard III, c'est l'une des premières. Et on va dire que ce qui est hallucinant, c'est à quel point cette pièce est sombre,
point elle est cruelle, elle est absolument terrible. Richard III envoie ses neveux à la Tour de Londres, il fait assassiner absolument tout le monde, il tue ses neveux, il tue sa femme, il tue absolument tout le monde. Il y a une espèce de jubilation, et aussi on voit que, en fait, il y a une jubilation à incarner le méchant, parce que quand Shakespeare fait parler Richard, Richard parle très honnêtement, il dit « Mais je suis tout à fait prêt à incarner la méchanceté, je l'assume totalement. » Et là, on voit qu'il y a de la jubilation. Mais pour qu'il y ait cette jubilation, c'est qu'il y a eu cette douleur avant, c'est qu'il y a eu cette rencontre, il s'est passé quelque chose. Donc j'imagine qu'il a rencontré effectivement des êtres absolument effrayants. Bon, effrayants, mais vous savez, parfois on peut aimer des gens effrayants. C'est ça qui est terrible. C'est que parfois on peut aimer des monstres. Ça rend la chose beaucoup plus complexe. Et alors, effectivement, Richard Burbage, on sait qu'il a existé, on sait qu'il joue ses grands rôles, on sait que voilà, il va avoir un succès fou, que ça va continuer toute sa vie. Bon, je pense qu'il a une descendance, donc j'espère que sa descendance me fera pas un procès. Bon, Il ne devrait pas, parce que je trouve que tu le glorifies. Tu le glorifies. Alors, Et puis il y a prescription, à mon avis. Oui, bon, on ne sait pas, hein, mais... Et en même temps, j'aime bien le rendre un peu ambigu, parce que c'est important qu'il soit vraiment ambigu, qu'il y ait aussi des très bons côtés, qu'il l'encourage. Mais je disais inspirant, il est réellement inspirant. Très inspirant. Très inspirant. Donc ça tombait bien que le personnage, que le nom de l'acteur fétiche, en fait, soit le même prénom que l'une de ses premières pièces, qui est aujourd'hui la pièce la plus jouée dans le monde. Hein. Richard III, c'était C'est Richard III. Ça, c'est pas du tout Hamlet, hein, qui dure 4 heures. Ça va pas du tout être Titus Andronicus, où là il y a que de l'hémoglobine, où on coupe des têtes. Voilà, ça, c'est sans doute l'une des premières. Hein. On est assez proche des spectacles comme on avait à l'époque. Vous savez, à l'époque, on aimait bien les spectacles sanglants, par exemple les combats de coqs, ou alors un ours et un chien. On voyait ça partout dans la rue. Hein. Les gens adoraient. Et à côté de ça, vous avez le théâtre, l'un des plus grands théâtres qui va naître. L'art dramatique va naître à cette période-là. C'est ça qui est génial. Vous prenez beaucoup de précautions, Stéphanie Hoche, au début de votre livre. Hein. Il y a une liste de personnages où vous dites celui-ci a existé, celui-ci n'a pas existé. Il y a d'ailleurs davantage de personnages ayant existé que de personnages de fiction. La scène prend vie du vrai et du faux mélangé. Ça, c'est dans votre roman, et c'est pour définir le travail de William. En fait, vous avez fait exactement le même travail que Shakespeare. Okay. Je suis très, très, très touchée. Alors, c'est vrai que lui aussi aimait bien parler d'époques antérieures. Hein. Il a beaucoup parlé d'époques avant lui, 1 siècle, 2 siècles avant lui, etc. La plupart de ces places historiques, par définition, se passent assez dans l'histoire. Donc, c'est peut-être un point commun que j'ai avec d'autres auteurs, mais en tout cas, bon, il a germé en moi, ça c'est certain. On parlait de vrai et de faux mélangés, Amélie Nothomb. Généralement, chez vous, dans les romans qui ont l'air d'être biographiques, autobiographiques, vous avez tendance à vous cacher un peu, alors que dans les romans qui paraissent de pure fiction, si on sait lire, on découvre beaucoup de vous. Psychopompe est une exception. C'est vrai. C'est un livre dans lequel je me révèle très fort. Je ne dis pas tout parce que ce n'est pas possible, mais je vais quand même très loin dans l'aveu. Et j'ai l'impression que quelque part, c'est une espèce de clé de voûte pour comprendre l'ensemble des 31 romans précédents. Moi, j'y ai retrouvé beaucoup. Alors, il y a évidemment Soif, il y a Premier Sang, mais il y en a un certain nombre d'autres. Hein. On retourne au Japon, on retourne en Chine, au Bangladesh, à New York. Enfin, des choses qu'on a croisées dans votre œuvre. Mais il y a plein d'autres choses. Le Journal d'Hirondelle, par exemple. Oui, c'est comme si j'avais voulu livrer le mode d'emploi de tous mes autres livres. Voilà, ça. Si vous lisez Psychopompe, vous savez comment il faut lire tous les autres. Vous savez aussi comment je les ai écrits, puisque je précise ma démarche d'écriture dans Psychopompe. Je vais me tourner vers vous, mesdames et messieurs. Ça fait quoi, 3 quarts d'heure qu'on parle? Oui, c'est ça. Donc, c'est à vous. Voilà, moi je m'en vais. C'est à vous. Ne partez pas, Pascal, je vous en prie. Allez. Je ne vais pas refaire le même gag que chaque année, non, merci beaucoup. Venez jusque-là, si j'ai un fil de micro assez long, je vais essayer de vous tendre mon micro. Ah mais absolument, écoutez, si moi j'ai pu voler, il n'y a absolument aucune raison que... Ouais. Voilà, nous sommes tous des dinosaures.
nous pouvons tous voler. Voilà. Et ça viendra. C'est un grand message d'espoir, en effet. Attention quand même. Oui, oui, ça n'empêche pas d'avoir peur tous les matins. Hein. C'est effrayant. On est d'accord. Ce n'est pas le choix de la facilité. Mais Rilke a raison. La vie choisit toujours la voie la plus difficile. Autre question pour Amélie Nothomb ou pour Stéphanie Hochet, n'hésitez pas. Demain, elles ne sont plus là. En tout cas, oui. Amélie n'est plus là. Stéphanie sera encore là demain et après-demain. On y va? On vous écoute. On l'entend pas bien? Est-ce qu'on peut monter son micro? Marc? Oui, très bien. C'est totalement autobiographique. Et donc, elle se planque. Alors, c'est totalement mon histoire. Et non seulement je n'ai pas exagéré, mais je suis en dessous de la réalité. Vous savez, la véritable source d'étonnement ne devrait pas être qu'une chose pareille me soit arrivée. La véritable source d'étonnement devrait être que tant de millions de Japonais continuent de vivre ça tous les jours. Merci. Ah. Mais le livre ne dit pas le contraire. Le livre montre simplement à quel prix ça se passe. Oui, il y a des questions à se poser, en effet. L'Europe et l'Amérique ont... Oui. Enfin, ça ne veut pas dire que nous soyons exemplaires. Je ne sais pas si le monde du travail chez nous vaut tellement mieux que ça. Mais au Japon, c'est certainement extrêmement, extrêmement dur. Merci beaucoup. Une autre question. Merci. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a que des... Non, pardon. Vous mettez la pression, Pascal. Oui, c'est ça. Qui se lance? Mais vous n'allez pas me dire que vous êtes timide. Au balcon, il y a quelqu'un? On est si effrayante que ça. Oh là là. Allons-y. Ah, il y a une question d'une jeune femme, Alors, on en a une devant, on ira derrière après. Sarah Emmanuel, qui a une question à poser. Vous connaissez tous les spectateurs par leur prénom? Mais bien évidemment. Parfait. Et j'avoue n'avoir pas lu... Allez tout près du micro, comme si vous mangiez une glace. Vous n'avoir pas lu les livres ni de l'une ni de l'autre, je veux dire les derniers livres, j'ai lu plus. Ouais, on vous entend très mal, je ne sais pas ce qui se passe. Quelle est la question, madame? Ça n'est pas... Ah bon. Bon, Je suis... Oui. Je voulais dire à quel point on passe un bon avec vous, et je dirais vous trois. Merci parce beaucoup. qu'il y a une symbiose, il y a quelque chose qui se passe, et en plus on rit. Merci, madame. Et on a très très envie de lire vos livres. Ça, merci infiniment, madame. C'est une bonne nouvelle. Merci. Sarah Emmanuel. Comment elle s'appelle? Oui, Sarah Emmanuel. Sarah Emmanuel. C'est à vous, Sarah Emmanuel. C'est la... Ouais, il faut il faut parler bien droit dans le micro. Vraiment il faut le mettre à 45 degrés et pas trop le bouger. Bah, voilà, en fait, la question que j'avais, c'est quand j'ai lu Hygiène de l'assassin, j'ai été assez troublée par à quel point la méchanceté de Prétexta était un peu... J'étais un peu entre deux chaises où je me demandais si pour vous, Léopoldine, si c'était quelqu'un qui était vraiment tout autant dans la passion que Prétexta, ou si c'était plutôt une victime d'un cousin. C'est une victime. C'est clair. Prétexta est un véritable monstre qui prétend que sa victime est non seulement consentante, mais qu'elle veut ce sacrifice. Tout ceci n'existe que dans son imagination. Prétexta est un véritable monstre. Et ce qui est terrible, c'est quand j'ai écrit Hygiène de l'assassin, je me sentais lui. C'était absolument effrayant. Je me disais, mais qui suis-je? En même temps, je cherche à me rassurer en me disant que
probablement expectorer toute cette monstruosité, histoire qu'elle ne soit plus en moi. Et c'est ainsi que vous avez face à vous quelqu'un de doux comme l'agneau. Merci. Merci. Autre question? Oui. Comment elle s'appelle? Je ne sais pas. Ok. Comment vous appelez-vous? Si jamais, je m'appelle Mila et j'ai vu Amélie en France et je suis une admiratrice. Elle m'a déjà signé plusieurs livres en disant que je suis une admiratrice. Alors il y a un contre-jour, péruvienne. parce que sinon normalement elle se souvient de votre prénom. Et puis après d'avoir lu tous ces livres, ça m'a aidé beaucoup pour le français, pour comprendre aussi une mentalité différente. Donc Amélie, je vous remercie beaucoup. Je voulais savoir quand est-ce que vous allez écrire quelque chose sur l'Amérique latine, la culture d'Amérique latine, le Pérou, parce qu'on a beaucoup, Mila, on vous aime beaucoup. Jusqu'à présent, mon éditeur m'a refusé 3 manuscrits. Non. Et parmi les 3 manuscrits, il y avait mon manuscrit sud-américain. Donc je vous envoie chez mon éditeur. Négociez ça. J'y vais. En tout cas, on est, pas que moi, on est vraiment plusieurs gens d'Amérique latine qu'on aime beaucoup lire et ça nous aide à apprendre beaucoup le français. Donc au nom de tous ces gens qu'on vous aime, bravo. Merci Mila. Merci. C'est génial, il y a très peu de questions, mais beaucoup de témoignages et de témoignages pleins d'amour. Un autre témoignage plein d'amour ou une question, comme vous voulez. Oui. Une personne là. Madame. Comment elle s'appelle? Je ne la connais pas, excusez-moi. On va faire connaissance. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Amélie. Moi je me demandais... Vous m'entendez? Ouais, Très bien. Bougez plus, c'est parfait. Super. Comme vous étiez autant habité par votre passion, par l'écriture, je me demandais si vous aviez la place pour d'autres passions. Alors, oui, mais pas 36 000. Hein. Lesquelles? Les oiseaux et le champagne. Voilà. Merci pour la réponse. Alors avant de donner la parole à la personne suivante, je voulais rebondir. Je ne trouvais pas ma question tout à l'heure parce que j'ai lâché mes fiches. Mais quand on parlait de désir, Amélie, vous croyez davantage au désir qu'à la disposition. Mais bien sûr. Disposition qui n'incite pas à la patience, contrairement au désir. Vous interprétez d'ailleurs cet éveil à l'oiseau en termes de désir, comme on le disait tout à l'heure. Oui, mais j'en ai eu... Vous ne croyez pas à la vocation comme ça? Pas du tout. Et je dirais même que je pense que les dons, car je sais qu'il en existe, sont le plus souvent inhibants. Je connais énormément de gens qui fourmillent de dons, qui dessinent comme des dieux, qui jouent magnifiquement d'un instrument de musique, qui cuisinent admirablement, etc. Généralement, ce sont des gens qui n'aboutissent à rien. Parce que ils sont... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment choisir? Où aller? Que faire? Ils ne sont pas capables de choisir une voie. Moi, je suis une grande privilégiée, je ne suis bonne à rien. Donc, il n'y avait vraiment place que pour le désir, puisqu'il n'y avait aucune disposition. Et mon désir, il m'a conduite à un seul endroit. Et à l'arrivée, quel que soit le succès, c'est au minimum 80% de travail. Mais bien évidemment. On est d'accord. Question suivante. Oui. Oui. Allons-y. Bonsoir, je m'appelle Eliane. On s'est vus il n'y a pas longtemps, aux Deux Magots. Mais oui, je me souviens très bien, c'était un grand souvenir, les Deux Magots. Je fêtais mon 30e anniversaire d'édition. Tout à fait, et on s'est vus aussi à la librairie du Quai de Loire, à Paris. C'est vrai. Vous avez que des amis dans la salle. Hein. C'est formidable. Oui. Je voulais juste parler des catilinaires que j'ai lus, le premier bouquin qui m'a beaucoup plu. Tous vos bouquins. Wow. Et il y a aussi l'hygiène de l'assassin dont on a parlé tout à l'heure, et aussi Soif. Voilà. Et je vous lis dès que c'est sorti, voilà. Merci. Okay. Ça me fait tellement plaisir. Super. Merci. On a bientôt passé en revue les 32. Hein. Il y a encore un ou deux titres à citer. Si quelqu'un veut se lancer. Autre question? Question pour Stéphanie Hochet aussi peut-être? On vous écoute. Amélie, si on croit à la réincarnation, est-ce que vous auriez envie de vous réincarner en oiseau? Oh, bien sûr.
Mais alors vraiment, mais pas n'importe lequel, hein, pas un canard. Je veux être un engoulevent oreillard. Alors, parce que Stéphanie, voilà, cette vilaine personne ne cesse de dire que je suis un canard. Donc, bon, cela dit, c'est pas mal, hein, les canards. Les canards ont toutes sortes de dons, c'est un très bel oiseau. Mais tant qu'à voler, il y a des vols plus intéressants que celui du canard. C'est charmant, le canard. Et puis, il sait tout faire. Il sait voler, il sait flotter. Le chant du canard, il n'y a pas de chant de canard. Il n'y a qu'un appel. Coin-coin, c'est quand même, ça va pas très loin. Il y a plusieurs coins différents. Il y a des caricatures pas. Voilà. Qui veut faire le canard suivant? Une dernière? Oui, c'est presque l'heure. Ils sont assez misogynes, les canards. En plus. C'est vrai, en plus ils sont misogynes. Ouais. Mais t'as vu que l'accouplement du canard, c'est une chose horrible. Ouais. Alors, ça dépend des oiseaux, parce que tu vois, les pingouins, apparemment, les pères, c'est des très bons pères. Oui, mais il y a un ornithologue dans la salle, s'il vous plaît, pour se joindre à la conversation. Parce que vous étudiez ça aussi, la reproduction des canards. Ça m'intéresse, les animaux, mais Très bien. Une dernière question. Ça fait un dernier verre, Madame Nothomb. Tout au fond. Oui. Ah, Amélie. Claire. C'est votre nom de plume? Non. Alors, je vois tout de suite pourquoi vous posez cette question, parce que de la part d'un oiseau, ce serait magnifique d'avoir un nom de plume. Oui. Non, c'est mon vrai nom. En effet, ce n'est pas celui qui figure sur ma carte d'identité, mais ce n'est pas un nom de plume en ceci que on m'a toujours appelée Amélie. Il y avait un interdit familial sur le prénom Amélie, ce qui fait que mes parents ont mis n'importe quoi sur la carte d'identité, mais on m'a toujours appelée Amélie. Voilà. Ah voilà, merci. Amélie. Merci Amélie. Eh ben, c'était la dernière question, comme je l'ai dit. J'aimerais vous recommander chaleureusement le livre de Stéphanie Hochet qui s'appelle William, qui est paru chez Rivage. Parce que honnêtement, moi je suis pas très friand des romans historiques, mais là j'ai mis le nez dedans. Et j'ai pas pu m'arrêter avant de l'avoir terminé. Donc c'est vraiment un roman formidable. J'ai envie de dire que c'est un polar. On a envie de savoir ce qui se passe, enfin vraiment, et je pense que vous êtes plus près de la vérité que bien des historiens ou des biographes. Vous le dites d'ailleurs dans le roman, les historiens sèchent, les biographes sont face à un mur, et la romancière jubile, c'est ça le terme? Se délecte. Voilà. Eh ben, le lecteur se délecte aussi. Amélie Nothomb, Psychopompe chez Albin Michel, 32e roman. Je l'ai dit, je le répète, si vous voulez comprendre ce que vous avez manqué dans les romans précédents d'Amélie Nothomb, c'est celui-là qu'il faut lire. Et maintenant, c'est le meilleur moment pour tout le monde. C'est le moment où on remercie nos deux invités pour leur générosité et leur sens du partage. Attendez. Ça, c'est des applaudissements polis. J'ai dit remercier. C'était La rencontre improbable avec Stéphanie Hochet et Amélie Nothomb, enregistrée le vendredi 1er septembre 2023 au Casino de Morges par la Bibliothèque sonore romande pour la 14e édition du Livre sur les quais.